Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo assez particulière parce que je vous embarque avec moi à Istanbul. Je me suis dit que c'était vraiment un bon moyen de vous montrer comment j'intègre les bouquins, notamment ici avec un sur l'Empire Ottoman, ici sur l'histoire de la Turquie, pour vous montrer un petit peu comment je les intègre dans mes voyages et vous montrer comment, je sais pas, je vais me balader dans des bibliothèques, des librairies. Et ça sera aussi l'occasion de vous montrer la beauté incroyable d'Istanbul, de cette magnifique ville au carrefour des civilisations. Donc là c'est jour de départ, j'ai réussi à avoir de très belles adresses là-bas vers lesquelles je pense que je vais pouvoir vous faire de belles images et j'ai tout simplement hâte de vous embarquer dans ce périple. Bon, pour partir, moi j'avais directement pris mon histoire de la Turquie. C'est super pour se plonger et pour comprendre le pays dans lequel vous allez. Et puis, même quand vous travaillez, là par exemple, c'était le cas dans l'avion, c'est facile de se plonger dans un chapitre et de découvrir un petit peu une partie de l'histoire de la ville dans laquelle vous arrivez. Le premier jour, on est directement, enfin je me suis rué directement vers la fameuse Sainte-Sophie qui à mon sens est le symbole parfait à Istanbul de cette dimension multiculturelle, de ces civilisations qui se sont succédées puisque Sainte-Sophie est passée d'une basilique chrétienne à une mosquée, à un lieu de culte, puis de nouveau à une mosquée. C'est juste à côté du Grand Bazar qui là, bon, c'est assez connu puisqu'il y a eu notamment un tournage de James Bond, mais c'est composé de 3600 boutiques, il y a des bijoux, il y a des tapis, il y a vraiment tout le symbole de la culture ottomane notamment. Et la citerne qui est elle aussi juste à côté, qui a été créée en 532, donc il y a plus de 1500 ans, et qui permet d'irriguer la ville en eau. Bon, du coup, pour vous faire un petit récap de là où j'en suis, donc là ça fait 2 jours que je suis arrivé. J'avoue que je suis un peu choqué par un peu la structure d'Istanbul parce que c'est une ville extrêmement sinueuse, très montagneuse et construite sur des collines. Donc franchement les Turcs, enfin plutôt les Stambouliotes sont de grands sportifs au niveau des jambes. C'est vraiment très dur sur ce point là, mais bon, c'est assez sympa. Bon, et comme vous pouvez le voir, ça va pas non plus être un vlog extrêmement ensoleillé. Je vais pas pouvoir vous faire rêver avec le soleil d'Istanbul. Heureusement on n'a pas un temps super clément, mais par contre on est en période de Ramadan actuellement. Du coup ça rend, je trouve, l'expérience de la ville, une ville qui depuis l'ascension au pouvoir d'Erdogan et surtout sa politique, islamisation politique, ou en tout cas d'une plus forte présence de l'islam au sein de la société turque. En fait on se rend compte que là par exemple je suis actuellement dans un parc qui a été organisé avec des activités, des coins pour faire des photos de famille, des petites activités pour les enfants, etc. Et c'est dédié à la communauté musulmane et ça crée du coup des instants très intéressants où plein de citoyens en fait stambouliotes, mais même à l'échelle turque de manière générale, peuvent se rejoindre, peuvent vivre en communauté, etc. Et ça c'est vraiment un truc qui m'a marqué et que j'ai trouvé super intéressant et très beau à voir, je trouve. Istanbul, la ville d'Istanbul a une structure genre hyper intéressante parce qu'en fait c'est une ville qui est décomposée en 2 grands pôles. Elle est vraiment à la croisée, c'est vraiment un carrefour de civilisation. Je crois que j'en avais d'ailleurs parlé dans la vidéo sur les routes de la soie de Peter Frankopan, en fait, qui montre que ici les Stambouliotes répartissent la ville en 2 pôles, le pôle européen et le pôle anatolien, on va appeler ça, qui est la région un petit peu à la croisée de la Syrie, du nord de l'Iran et du sud-est turc. Et on sent justement ce cosmopolitisme extrêmement fort dans la ville. Ça se ressent évidemment sur le plan culturel, notamment avec la cathédrale Sainte-Sophie que vous avez pu voir tout à l'heure, où on se rend compte qu'au fur et à mesure de l'histoire, cette église qui est devenue mosquée, qui puis après est devenue un lieu culturel, puis au gré des guerres, etc. et des conquêtes, est redevenue mosquée. Et là très récemment elle a été réinstituée mosquée par Erdogan. On se rend compte que de manière générale la ville d'Istanbul est vraiment teintée d'un cosmopolitisme extrêmement fort et qui enrichit, je trouve, la dimension culturelle de la ville. C'est une ville qui est aussi gigantesque, c'est à peu près je crois 15 à 16 millions de personnes. Pour vous représenter, c'est à peu près 1,5 fois le Grand Paris un peu chez nous.
Bah, comme je vous l'avais dit, je suis en pleine lecture d'ouvrages sur l'Empire ottoman, l'histoire de la Turquie, etc. En fait, on se rend compte que, évidemment, tout ce que je vous dis, ça transparaît, ça vient même d'une certaine manière de ces livres. Et ce dont je me rends compte, c'est que finalement, les citoyennes au sein d'Istanbul, qui est une ville très particulière, qui ne représente pas aussi bien la diversité de la population turque, notamment sur le plan politique, puisque c'est une ville qui est plutôt riche. C'est la capitale économique, puisque la capitale politique et la capitale réelle en fait de la Turquie, c'est Ankara. Et puisqu'Istanbul est cette capitale économique, forcément c'est des milieux qui sont plus éduqués, qui sont plus riches aussi. Donc ça ne laisse pas vraiment transparaître, par exemple, la dimension pro-Erdogan, puisque ici globalement la jeunesse est plutôt contre le conservatisme politique d'Erdogan, et tandis que dans le reste du pays, notamment les populations plus modestes, les populations qui vont être dans des travails plus complexes et qui vont être face à la misère et à la grande pauvreté, puisque aujourd'hui le niveau d'inflation, je crois, en Turquie frôle les 70 à 80%. On sent vraiment la dureté, le durcissement du niveau de vie en Turquie et notamment Istanbul. J'ai évidemment voulu passer par un coin avec des beaux bouquins. Ça m'a fait du bien de retrouver un endroit aussi déjà magnifique à voir, très bien construit. C'est vraiment neuf. On se rend compte que il y a des achats qui sont faits très couramment avec des derniers livres à la pointe. La bibliothèque en question ici était plutôt spécialisée sur des sujets artistiques. Vous allez le voir avec les différents livres que je vais vous montrer, mais à chaque fois c'est de très beaux ouvrages. On est dans un cadre apaisant où voilà, on a des couples qui viennent lire ensemble, qui viennent se poser, se reposer. Et c'est extrêmement plaisant de voir que il y a un investissement qui est fait sur le plan culturel, et dans un cadre aussi beau avec des gens qui travaillent, ça fait toujours plaisir. C'est assez marrant de dire ça, mais en France j'ai perdu l'habitude d'aller en bibliothèque pour lire, et le fait d'être à l'étranger, et notamment à Istanbul, pour y aller et de voir qu'il y a encore des gens qui y vont, qui se posent, qui se plongent dans certains livres, etc. Surtout de beaux livres comme ça fait vraiment plaisir. Aussi c'était super marrant parce que là j'étais tombé sur un ouvrage sur Xi Jinping, et j'avais pas compris que l'ouvrage il avait été écrit par des Turcs, et donc j'étais sorti un petit peu du prisme occidental et de la vision qu'on peut avoir dans les médias occidentaux sur la Chine, et c'était juste super marrant de me rendre compte que il pouvait avoir des bouquins écrits dessus avec des photos assez marrantes de lui quand il était jeune, alors que en Occident on le diabolise pas mal, et on a tendance à le voir sous un prisme très autoritaire. Le carrefour dont je vous parlais, qui est civilisationnel, c'est un carrefour qui du coup va être sur plein d'autres points. Par exemple, on va se rendre compte que l'islam va être extrêmement présent dans les lieux culturels, etc. D'un autre côté, on va se rendre compte que dans plein de quartiers, il va y avoir des centres commerciaux, il va y avoir une dimension extrêmement occidentale qui va transparaître. Et on sent vraiment, en parlant aux Stambouliotes et même de manière générale à la population turque, que tout le monde sait que ça va être un instant politique vraiment déterminant, même depuis les 50-100 dernières années. C'est vraiment le séisme qui s'est produit il y a de cela maintenant quelques mois, a grandement montré les difficultés de la politique d'Erdogan et un petit peu ses faiblesses. Et on sent notamment que la jeunesse et même de manière plus générale la population turque est un petit peu fatiguée et a besoin d'un certain renouveau, sauf que Erdogan a, quoi qu'il en soit, un appui très fort, un charisme et une politique et une diplomatie extrêmement forte. On sait que la situation va devenir de plus en plus complexe, et que les élections qui vont se dérouler prochainement vont être un instant critique de la vie politique et même de la vie en général turque. C'est très intéressant d'arriver en cette période à la fois de Ramadan, à la fois de contexte géopolitique particulièrement complexe, et de manière nationale, un renouvellement politique qui va peut-être se produire en Turquie et qui va déterminer le développement prochain de ce magnifique pays qu'est la Turquie. Ça ressemblait un peu à ça en fait.
moi, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, bah, Bon, on fait un petit point parce qu'aujourd'hui on va aller visiter une archipel d'îles qui est juste en face d'Istanbul. Ça s'appelle l'archipel des îles aux Princes, les îles du Prince, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et en gros, je crois que ça servait de refuge à l'aristocratie byzantine, donc même pas ottomane pendant l'Empire ottoman, mais à l'époque de Byzance, donc avant qu'Istanbul soit Constantinople. Avant Constantinople, c'était Byzance. Donc on va aller visiter ça, ça a l'air assez paradisiaque et j'espère pouvoir vous faire de belles vidéos avec ça. L'archipel des îles aux Princes, c'est hyper intéressant puisque en fait c'est une partie intégrante de la ville d'Istanbul, ça fait partie d'un de ses districts d'ailleurs. Et le ressenti là-bas c'est assez marrant puisque les véhicules sont interdits mis à part pour la police, donc c'est très apaisant. Ça faisait partie d'un lieu de refuge puisque c'est à simplement 1 heure en bateau d'Istanbul. Donc il y a l'aristocratie byzantine qui y allait, il y a aussi des représentants religieux. Et je trouve que ça a gardé cette dimension très calme, très apaisante avec toujours une structure, une architecture stambouliote qui fleurit et qui rend un paysage vraiment idyllique, extrêmement calme. Et c'est marrant puisque ça contraste énormément avec le mouvement un peu permanent d'Istanbul. C'est juste en face comme vous pouvez le voir et c'est vraiment super intéressant de se dire que en fait, comme ça fait partie intégrante de la ville, les Stambouliotes peuvent aller s'y reposer, aller se balader rapidement et faire des excursions qui sont vraiment magnifiques. Et avec le coucher du soleil, etc., ça rend l'endroit assez particulier. C'était très sympa d'y aller en fin de voyage pour un petit peu préparer le retour. Et pour terminer, j'avais envie de vous montrer un petit peu cette mosquée de Çamlıca qui est, je trouve, en fait, le symbole un peu parfait de la Turquie actuelle. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, cette mosquée-là qui est franchement magnifique, j'avais pas d'autres mots, j'étais vraiment bouche bée pendant la balade. C'est assez singulier parce que en fait, elle a été inaugurée par Erdogan en 2019. Elle est l'une des plus grandes mosquées du pays, elle a 6 minarets, elle a une capacité d'accueil de près de 63 000 personnes, c'est vraiment colossal. Ces minarets peuvent culminer jusqu'à, je crois c'est plus de 105 mètres ou 110 mètres, je sais plus. Et on se rend compte en fait, notamment de par son architecture, je pense que vous pouvez vous en rendre compte que elle représente finalement ce style architectural ottoman. En fait, on a des minarets qui sont longs et fins. On a là une cour d'entrée dans laquelle je suis actuellement qui est fermée. Et en fait, tout ça, ça fait partie du style un petit peu ottoman. Et ça va justement dans le sens du fait que cette mosquée est un petit peu le symbole de la Turquie d'Erdogan qui veut remettre au centre de la Turquie actuelle son histoire ottomane, son histoire aussi musulmane donc. Et cette mosquée de Çamlıca, elle est un petit peu, elle est une sorte de géosymbole, elle est extrêmement symbolique pour le pouvoir en place actuel. C'est notamment un géographe français qui s'appelle Jean-François Pérouse qui en parle et qui disait que y avait cette dimension technico-symbolique de cette mosquée qui un petit peu représente la nouvelle Turquie, même d'une certaine manière qui peut remplacer un petit peu Sainte-Sophie qu'on a vu au début de la vidéo, qui elle a un passé d'alternance entre des passages chrétiens et des passages musulmans, tandis que celle-ci, cette mosquée-là qui est finalement toute neuve, elle est directement empreinte de la religion musulmane et surtout elle est faite, elle est placée, elle a un positionnement très stratégique puisque déjà quand on se balade
sur le Bosphore et qu'on se balade sur les côtes d'Istanbul, on la voit, elle est placée sur une colline, elle est gigantesque, etc. Et elle représente finalement symboliquement cette volonté du pouvoir d'Erdogan à montrer la puissance un petit peu de cette nouvelle Turquie qu'il veut développer, qui est en train de se développer d'ailleurs avec une force assez incroyable. Et c'est très intéressant de se rendre compte de la beauté de ce mouvement-là, de cette politique et des réalisations que cette politique permet de faire au sein même de la Turquie actuelle. Je vous laisse avec ces images parce que franchement moi j'avais pas trop de mots à rajouter après ça. Je trouvais ça vraiment magnifique à voir et finalement c'est un bon symbole de la fin de ce voyage. Je voulais aussi vous montrer le palais assez connu de Dolmabahçe à Istanbul, qui a été sur le côté européen d'Istanbul, qui a été en fait le palais, la résidence du sultan. Je pense que ça se voit sur le plan décoratif, c'est assez fourni. C'est sur les bords du Bosphore, donc c'est vraiment magnifique. Et par la suite, après, j'avais voulu partir sur l'autre rive dite asiatique ou anatolienne. C'est pour ça on traverse le pont à ce moment-là pour aller dans le quartier assez connu de Kadikoy qui est assez particulier finalement puisque en fait il est sur cette autre rive. Donc déjà on a comme je vous le répète en fait à chaque fois on a un changement assez fou sur le plan culturel. C'est beaucoup plus mouvant je trouve. On a évidemment cette magnifique mosquée, mais en fait on trouve à côté des synagogues, des églises qui vivent toutes les unes à côté des autres et c'est assez magnifique à voir. Et je vous laisse sur ce dernier plan je crois qui est l'intérieur d'une des mosquées, la mosquée qu'on voyait tout à l'heure, qui est encore une fois pas de mots à dire, hein. C'est magnifique. Je tenais à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu parce que c'était un voyage incroyable pour moi, j'ai adoré ce pays et cette ville. Pour ceux que ça intéresse, je vous partage juste là un podcast qui est fait par France Inter je crois sur Erdogan et que quelqu'un m'a conseillé à mon travail et qui est franchement super intéressant pour comprendre un petit peu la complexité du personnage d'Erdogan et un petit peu ce qui se passe en Turquie actuellement. Je pense continuer à faire ce genre de vlog sur des capitales et des grandes villes dans le futur. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Et puis je vous dis à la prochaine.